été 2 fois député européen, certes, mais il est allé inspirer Chevènement, Villiers, Pasqua. Il y a eu ensuite, jusqu'à aujourd'hui, des identitaires tels qu'Éric Zemmour. Mais enfin, c'est quand même aussi des rebelles. Donc, il est le conseiller des rebelles. Et il y a un honneur évident à être justement ce conseiller des rebelles. Ça, c'est pour le résumer rapidement, parce qu'il a une expérience évidemment de député européen, il a une expérience de fondateur même de partis politiques. Il connaît tout ça, donc il peut estimer à sa juste valeur d'ailleurs ce que fait Alexandre Juvin-Brunet aujourd'hui et depuis quelques années. Donc il a toute cette expérience et je pense qu'il va aujourd'hui, et c'est le personnage idoine pour conclure ces 3 journées, nous expliquer sa France, parce que lui, il ne l'arrête pas, il ne la fait pas débuter en 1793, la France de Paul-Marie Couteau, avec l'assassinat de la famille royale, ou même 1789. Mais voilà, tout à fait comme Marion Sigaud. Donc, Paul-Marie, je vais te laisser la parole et te voir si peut-être déjà tu veux faire un premier échange ou un premier hommage déjà avec les participants et avec les organisateurs de ces 3 jours justement et de ce dîner débat. Merci Nicolas. Il est de bon ton de commencer en saluant son auditoire, en remerciant ceux qui vous ont invités. Je vais le mettre plus près de ma bouche, rassurez-vous. Comme sur Radio Courtoisie. Non, pas comme sur Radio Courtoisie. Mais aujourd'hui, je voudrais faire différemment et commencer par des félicitations. Les félicitations, elles s'adressent d'abord à vous. Parce que quand j'ai vu cette flotte s'acharner sur nous depuis des heures, je me suis dit, bon, je vais dire bonjour à Alexandre et à Nicolas et à quelques amis. Je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi nombreux. Et vraiment, je vous félicite pour votre ténacité parce que je crois que la raison aurait voulu que chacun rentre chez soi au chaud. Bien. Félicitations aussi au génie anonyme qui a prévu des tentes, parce que je me demande ce qui se passerait s'il n'y avait pas des chapiteaux de part et d'autre de la Seine. Et félicitations en tous les cas à Alexandre Juvin-Brunet, que je ne connais pas encore assez d'ailleurs, mais que j'étais content de rejoindre, pour une raison qui est simple à dire et qui répond à la fois à la demi-question que m'adresse mon vieux complice Nicolas Stocker. Je crois que je le connais depuis le XXe siècle, c'est quelque chose comme ça. Depuis le XXe siècle. Depuis le XXe siècle. Ça Au siècle dernier. Ça commence à devenir long. Mais comme la question de la souveraineté, puisque je l'ai développée dans les années 90, j'étais bien seul, tout le monde disait que le sujet était obsolète. Mais finalement, il s'impose, et il s'impose dans tous les domaines, chacun le voit. En tous les cas, j'ai presque envie de parler d'autre chose. Je vais en venir à la souveraineté. Mais si j'ai eu envie et si j'ai plaisir à rejoindre Alexandre Juvin-Brunet, c'est pour une raison, pour un mot capital, à mon avis, qui n'est pas le mot souveraineté, qui est un autre mot, peut-être beaucoup plus important, que j'ai découvert au fil du temps. C'était pas celui que j'aurais choisi pour guider l'action politique à l'origine, quand j'ai commencé à faire de la politique, c'est-à-dire à l'époque du combat contre l'odieux traité de Maastricht, c'est-à-dire il y a quand même plus de 30 ans. C'est un autre mot qui me pousse à le féliciter et qui m'inspire beaucoup plus que quelque autre thème que ce soir. Ce qui me plaît chez Alexandre Juvin-Brunet, c'est un ensemble de choses comme le courage. Finalement, le courage aujourd'hui est très, très rare parce que tous les individus sont perdus dans le matérialisme et ne pensent qu'à une chose, c'est la maximisation des gains et la minimisation des pertes, c'est-à-dire le calcul matérialiste typique qui occupe tous les esprits.
le courage est une valeur qui sort de cet enfermement matérialiste. Il ne correspond à rien d'autre qu'au sentiment de l'honneur, autre mot qu'Alexandre utilise, et ça sonne agréablement à mes oreilles. Il a aussi un côté franc. Alors en tant que Français, c'est évidemment une valeur cardinale, mais il a cette espèce de franchise consistant à dire les choses simples. Oui, la France pourrait mourir. Et le général de Gaulle, qui l'invoque souvent, l'a dit à plusieurs reprises. Il ne faut pas s'imaginer qu'un pays construit par son État vit de toute éternité. Il peut très bien s'effondrer et nous ne sommes pas loin d'apercevoir le moment où la France pourrait s'effondrer. Et Alexandre le dit plus clairement que d'autres. Quand il dit que la France est occupée, il le dit tel quel. Quand il parle de crimes à propos de ce qui s'est passé pendant, et qui certainement est récurrent, l'affaire du Covid, le mot crime est fort, et pourtant il a la franchise de l'utiliser. Et donc le mot dont je voudrais vous parler d'abord, alors je sais que Nicolas va m'entraîner vers d'autres thèmes, peut-être plus convenus, et ce mot que je retarde pour ménager mes effets, vous vous en rendez compte, est peut-être la seule réponse que je puisse donner à la question qui est posée à notre conversation de ce soir. Peut-on sauver la France? Eh bien oui, la réponse à tout ça, ce pourquoi j'aime Alexandre Brunet, Juvin Brunet, ce pourquoi maintenant je combats, encore plus important que la souveraineté, et ce qui peut sauver la France, c'est ce mot que je diffère et que je vous demande de prendre dans son acception la plus large, mais aussi la plus profonde, c'est la morale. Qu'est-ce qui peut sauver la France? C'est la morale et plus spécialement, plus particulièrement, la morale que nous sommes capables d'arracher en nous-mêmes pour servir quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous et qui fait de nos pauvres vies un sens, c'est-à-dire la France. La morale, c'est ce qui fait. Alors jusqu'à présent, j'ouvre une parenthèse douloureuse, Nicolas a dit que j'ai servi en effet des rebelles, mais hélas, 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 si j'étais aussi franc qu'Alexandre, je dirais que c'était souvent des rebelles en peau de lapin. Expression que tu affectionnes particulièrement. Expression peut-être un peu cruelle. Mais ils ont tous manqué d'audace, de courage, de franchise. Je ne cite pas de nom, mais je pense que j'ai servi à peu près tout le monde. Tu as oublié une époque où j'ai été le porte-parole pour mon malheur et pour des péchés que je n'avais pas commis, porte-parole de Marine Le Pen. Bah oui, Donc, ça n'a pas duré longtemps. J'ai acquis la certitude que rien n'est possible. Et pour eux, pour nos chefs, rien n'est possible tant qu'ils n'ont pas acquis en eux-mêmes, pour eux-mêmes, une morale intransigeante. Et c'est ce qui nous manque, mes chers amis, mes chers compatriotes. Ce qui nous manque, c'est d'être des êtres moraux, et surtout nos chefs. J'ai connu des chefs qui pensaient très bien, encore une fois, je n'ose pas citer de nom, ça ne servirait à rien, mais qui, dans l'ordre de l'action, ne connaissaient en somme que la marche arrière. Et c'est d'ailleurs pour ça que la France en est là. Ce n'est pas simplement parce que les élites l'ont trahi. J'allais dire c'est fréquent et presque normal. Ce ne sont d'ailleurs pas des élites, ce sont des oligarchies qui, justement, maximisent leurs profits et servent les puissants plutôt que de servir leur peuple. Des élites qui ne servent pas leur peuple ne sont pas des élites, ce sont des oligarchies. Mais si nous voulons créer une élite, c'est peut-être que l'élite, elle est là, sous la pluie. Il a fait beau ces 2 derniers jours. Il pleut aujourd'hui. Vous savez, nous sommes entre les mains du ciel. Si le ciel veut faire pleuvoir, c'est un signe. S'il veut qu'il fasse beau, nous en sommes tributaires. Il faut que nous l'acceptions. Mais si la France en est là où elle en est aujourd'hui, ce n'est pas simplement parce que ce qui aurait pu jouer le rôle d'élite l'a trahi,
Mais c'est aussi parce que ceux qui ont prétendu la défendre, c'est ce pourquoi je suis ici et ce pourquoi je ne suis pas Henri Guénaud, justement, c'est parce que ceux qui ont prétendu la défendre ont manqué de rigueur morale. Et pour avoir servi à peu près tous, jusqu'à y compris Éric Zemmour, mais j'ai commencé avec Philippe Séguin, Philippe de Villiers, Jean-Pierre Chevènement, tu l'as dit, dont j'étais membre du cabinet, alors cette fois c'était en 88, c'était encore plus vieux. Ils ont tous manqué de morale et ils ont tous péché par ce mot terrible à prononcer dont Frédéric Nietzsche disait qu'il est le trait caractéristique de l'homme moderne, la lâcheté. Et j'ai plaisir à dire ça aujourd'hui sous la pluie, justement. J'aime ce signe de la pluie. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous n'êtes pas lâche. Et que vous avez le courage d'affronter des conditions plus que médiocres, difficiles, parce qu'il y a au-dessus de nous tous quelque chose qui fait que quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, pluie ou pas, difficulté ou pas, nous sommes obligés de rester debout et nous avons à cœur d'être près de ce qui nous guide et qui nous dépasse. Comment sauver la France? En recréant une élite contre les oligarchies qui ne nous gouvernent pas, parce qu'elles ne nous gouvernent même pas. On croit qu'elles nous gouvernent. S'il y a quelque chose dont je voudrais vous parler tout à l'heure, c'est de la tromperie, de la duperie, du piège des élections. Surtout, ne participez pas aux élections, mais je vous dirai tout à l'heure pourquoi, même si cela vous choque. Mais en tous les cas, si je n'ai qu'une chose à vous dire pour commencer, c'est qu'il faut que nous trouvions en nous-mêmes la force de vaincre l'adversité, les intempéries, et de créer, au service de Notre-Dame-la-France, comme disait Charles Péguy, une nouvelle élite. La France a besoin d'une chose d'abord, d'une véritable élite qui la serve. Et cette élite, elle est de toute façon d'essence ou d'émanation populaire. Et la première chose à faire, c'est de la créer, de la constituer, en étant d'abord, en se considérant d'abord comme membre d'une élite au service de la France. Si je dis ça, c'est parce que je pense que c'est la réponse à la question que vous posez, comment sauver la France en recréant une élite et entre nous, et même à l'intérieur de nous-mêmes, chacun pour soi, en fermant les yeux et en se regardant à l'intérieur de soi, en se promettant de ne jamais manquer aux vertus de franchise, de courage, de ténacité, c'est-à-dire en cultivant notre propre morale. Et je pense d'ailleurs que Nicolas n'est pas content parce que je ne parle pas de souveraineté. Mais... Non, au contraire, on va partir dans l'échange quand tu auras terminé tes propos liminaires. Sur la morale, je voudrais bien y revenir, mais simplement, je voudrais, avant qu'on en vienne au sujet qui te préoccupe, un peu égyptienne, beaucoup romaine. Et toutes ces civilisations dont nous sommes passagèrement les héritiers, à condition d'accepter d'être les héritiers, c'est déjà beaucoup, de la connaître, de connaître cet héritage, de tradition, Marion Sigaud en parlait hier. Mais toutes ces civilisations, elles ont eu pendant longtemps des hommes idéaux, des idéal types, des hommes modèles. Et si la civilisation occidentale, je préfère dire européenne, parce que ce mot occidental me paraît extrêmement controuvé et piégeux, lui aussi. Il faut faire attention aux mots. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu à toute force imposer le mot souverainisme, pour qu'on ne s'appelle pas nationaliste. Je veux bien m'appeler nationaliste, mais c'est mal compris de nos compatriotes. Ou anti-européen dans le cadre du combat contre Maastricht. Je préférais le mot souverainiste et finalement il est passé. Même, il est passé dans le langage gouvernemental. Ouais. C'est un succès dont je me serais passé. Mais enfin, ça ne fait rien. Pour revenir à ce dont je vous parlais, pendant des siècles, l'homme moderne
enfin l'homme moderne, l'homme modèle d'ailleurs, pas l'homme moderne, ça a été l'homme de courage, ça a été le héros. Hannah Arendt a de très belles pages là-dessus sur l'archétype idéal du héros qui a créé la civilisation grecque, la civilisation romaine, qui s'est transformée au Moyen-Âge dans un autre archétype d'homme modèle magnifique qui est le chevalier, le preux-chevalier, le chevalier servant, et puis le chevalier courtois. Après, il y a eu un autre idéal qui est arrivé sans doute avec les livres, c'est-à-dire l'idéal de l'homme qu'on appelait à ce moment-là humaniste. Je n'aime pas trop ce mot parce qu'il est devenu vraiment... L'humaniste, c'est le type qui dit oui à tout, qui est d'accord avec tout, qui ne pense rien du tout. Bon. Mais à l'origine, l'humaniste, qui était l'homme idéal du XVIe siècle, de la Renaissance, pensez à Montaigne, c'était celui qui savait un peu de toutes choses et qui vouait sa vie à la connaissance avec un C majuscule. La connaissance pouvait être, et doit être, métaphysique, mais elle peut aussi être une métaphysique en elle-même. Alors c'est une question très longue à discuter, mais quoi qu'il en soit, pendant des siècles, 16e, 17e, 18e, 19e encore, notre société s'est vouée à l'honnête homme, à l'humaniste qui avait pour guide, pour étoile, la connaissance. Et c'était d'ailleurs toute une éthique, c'était toute une morale, la connaissance. Derrière cette morale, il y a une question dont il faut que nous parlions un jour aussi, c'est la question de la vérité qui aujourd'hui est, hélas, perdue de vue, puisque le mensonge est tellement omniprésent qu'il équivaut pour beaucoup de nos contemporains à la vérité. Autre question assez grave. Jouir sans entrave, ce n'est pas celui qui sert, ce n'est pas le héros qui se voue, qui donne sa vie, ce n'est pas l'honnête homme qui se consacre à la connaissance, ce n'est pas le chevalier, c'est celui qui sait utiliser tous les instruments de la jouissance technique et qui sait en utiliser tous les tours et les détours. Voilà l'homme qu'on admire aujourd'hui. Celui qui consomme, qui rationalise sa consommation, qui oublie les valeurs transcendantes ou les valeurs qui dépassent sa pauvre vie. Et c'est exactement ce que nous devons changer. Comment sauver la France? Changeons cela. Recréons un idéal d'homme qui soit à la hauteur de ce que notre civilisation a construit, c'est-à-dire un homme qui se voue à autre chose qu'à lui-même, à sa jouissance, à sa consommation et à ses calculs égoïstes. Je sais très bien que ce que je viens de dire est un peu idéal. En Grèce, à Rome, il n'y avait pas que des héros. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas que des chevaliers. Depuis la Renaissance, il n'y a pas que des humanistes qui vouent leur vie par les livres, ou par l'observation, ou par la réflexion, ou par la prière. Je l'oubliais, la prière, qui est un mode de connaissance capital. Il y avait aussi le commun des mortels. Mais le commun des mortels repérait à l'horizon des hommes et des femmes qui les transcendaient, qui les sublimaient. Et nous serons toujours minoritaires. C'est une des raisons, si on peut aborder la question, pour laquelle je crois bien que le jeu électoral, pour nous, est à mettre de côté. Surtout, on en viendra, je pense, à ce sujet tout à l'heure, Nicolas, dans les conditions dans lesquelles se déroulent les élections, qui ne sont plus du tout des élections et qui sont des pièges. Je ne finis pas l'expression parce qu'elle est un peu triviale, mais vous voyez ce que je veux dire. Non, ce que nous avons à faire, c'est bien autre chose. C'est offrir à nos contemporains l'image d'hommes, de femmes, de jeunes ou de gens âgés, qui montrent autour d'eux qu'ils vivent que pour autre chose que pour eux-mêmes, pour leur jouissance et pour la surconsommation bienheureuse, qui d'ailleurs est souvent malheureuse. Ce qu'il faut que nous fassions, c'est d'abord reconstituer une élite, faire partie d'une élite et rayonner autour de nous. C'est un peu d'ailleurs ce que vous faites avec l'idée de recréer des micro-sociétés locales
elles se recréeront autour d'hommes moraux. Et je ne vais pas développer davantage parce que je pense que ce sujet qui peut être un peu inattendu ne doit pas oblitérer les autres. Merci Paul-Marie pour ces propos liminaires. Mais on va revenir sur la morale. Tu sais que ce 3e congrès, sous quel auspice il a été organisé? Le 15 août, la Vierge Marie. D'ailleurs, dans ma famille, j'ai une partie de ma famille de Parpaillot. Vous savez, dans le sud-ouest, ils disent toujours après le 15 août, de toute façon, il pleut tout le temps. Vous voyez? Ça, c'est peut-être un signe aussi. Parpaillot? Pourquoi tu es Parpaillot? Par ma mère, oui. À tout péché, miséricorde. Et voilà. Et je pense que... Et je te pose la question, est-ce que cette morale dont il est question peut-elle être, comme on essaie de nous l'expliquer, purement laïque, ou bien cette morale, elle a nécessairement un versant, voire même elle doit être inspirée du christianisme? Alors c'est beaucoup plus simple de se tenir droit quand on regarde le ciel et qu'on est conscient d'être les sujets de force qui nous dépassent. Vous savez, dans la prière, nous invoquons le monde visible et invisible. Qu'est-ce qu'est un croyant? Qu'est-ce qu'est un chrétien? C'est celui qui sait que le monde invisible est supérieur au monde visible et qu'il le détermine. Et pour se tenir droit, il n'y a rien de mieux que la conscience d'une transcendance. J'allais dire, c'est presque de l'ordre pratique, ça aide. Et s'il y a quelque chose à reprocher, il y a beaucoup de choses à reprocher, Marion Sigaud a dû vous en parler, à la Révolution française, révolution essentiellement athée, démoniaque dans son essence, comme disait la mère du général de Gaulle, pardon. Et de Gaulle aimait beaucoup citer sa mère, disant la révolution est satanique par essence. Il ne le prenait pas pour lui-même, bien entendu. Mais enfin, ça le chiffonnait. Si elle est, en tous les cas, athée, cette révolution, elle a eu pour effet de couper la verticalité des hommes par l'idée que la transcendance qui tient debout était sujette à caution, récusée par la raison ou par une fausse raison. Car la raison mène aussi, comme disait Benoît XVI, à la foi. La foi sans la raison est une déraison et la raison sans la foi est une folie. On en voit aujourd'hui les conséquences, notamment avec le transhumanisme. Mais l'homme debout est aussi un homme enraciné. Et ce qui est terrible, c'est que la révolution, en créant peu à peu l'homme moderne, fait que nous sommes des rampants, ou en tous les cas la plupart, et là c'est méchant ce que je vais dire, mais un très grand nombre de nos contemporains ne se tiennent pas droit parce qu'ils ont perdu la verticalité que donne la transcendance et ils ont perdu l'autre fondement de la verticalité, c'est-à-dire des racines profondes. Voilà ce qu'a créé la modernité. Un homme qui ne sait plus tenir droit parce que rien ne le dépasse par en haut et rien ne le fonde par en bas et par le temps. Et cependant, je nuancerai cette radicalité chrétienne. Je suis chrétien, bien entendu, catholique et romain. Enfin, je dis bien entendu, c'est une reconquête. Il faut reconquérir en soi la foi parce que tout conspire aujourd'hui à la perdre de vue. Vous savez ce que disait Mauriac. Je ne sais pas si c'est Mauriac ou Bernanos. Je crois que c'est Mauriac citant Bernanos. Le monde moderne est une conspiration permanente contre la vie intérieure. Phrase très importante, car qu'est-ce que c'est que notre vie intérieure quand on lui donne libre cours? C'est Jésus qui parle en nous, dans notre vie intérieure. Récupérer la vie intérieure, arrêter la musique, surtout si elle est américaine, mais je ne dis ça qu'entre parenthèses. Ça n'a rien à voir avec ce que nous avons entendu tout à l'heure. Mais si nous récupérons le silence, si nous sommes capables de récupérer, de retrouver en nous-mêmes cette appétence pour la prière, pour attendre le moment que Dieu nous donne la parole, ça, c'est la vie intérieure et tout conspire à casser la vie intérieure. La radio, la télévision, le bruit, le débat, le blabla, le téléphone, tout conspire aujourd'hui
à nous priver de vie intérieure. Donc arrêtez les machines et regardez à l'intérieur de vous-même. Si on fait cela, que ça s'appelle de la foi chrétienne ou que ça porte d'autres noms, c'est-à-dire la conscience d'une transcendance et d'une transcendance que la simple observation de la nature, autre thème qu'il faut développer, mais qui a été beaucoup développé, notamment cet après-midi ici. Si nous savons, et quelquefois la contemplation de la nature peut avoir quelque chose de très laïque, pour ne pas dire païen, je crois que l'essentiel est fait. C'est-à-dire que, pour répondre à ta question, qui est une très bonne question, Nicolas, j'aime beaucoup discuter avec toi, comme je le fais ici ou là, notamment pour Géopolitique Profonde. J'essaie de t'écouter. Oui, parce que c'est très agréable de parler avec toi, parce que tu écoutes, en effet. Donc, pour conclure sur ce point, oui, la foi aide à tenir debout. Et évidemment, c'est une grâce. Mais le simple fait de faire silence, le simple fait de retrouver en nous-mêmes une vie intérieure et de se vouer, ne serait-ce qu'à la contemplation, ou à la méditation, ou à la lecture, ou à l'érudition, encore plus, c'est-à-dire cette valeur de la connaissance qui peut, au fond, chez certains, chez Montaigne par exemple, Montaigne n'était pas un catholique ardent, mais ça ne fait rien. Il avait retrouvé ce qui fait, à mon avis, l'essentiel d'un homme debout. Et pour finir d'une phrase lapidaire, croire est nécessaire, mais ça n'est pas suffisant. Et je pense qu'il y a des gens qui ne croient pas, mais qui sont en chemin et qu'il ne faut pas laisser de côté. La chrétienté, la catholicité n'est pas, hélas, ça serait bien trop simple, la voie unique du service. Bien sûr. On va passer de la morale à la nation. En effet, on va glisser vers des choses peut-être plus convenues qu'est la souveraineté. Mais de même que la morale n'est pas que laïque, contrairement à ce qu'on cherche parfois à nous faire croire, la nation n'est pas que révolutionnaire non plus. Et elle en parle très bien d'ailleurs, Marion Sigaud. Et d'ailleurs, le concept de souveraineté a été travaillé par des penseurs chrétiens. Donc, est-ce que tu pourrais nous parler de cette nation au travers les âges et combien elle est l'essence même quand même de cette... On nous parle d'Europe, mais l'Europe, ce sont des nations. De même que le christianisme, il se clôt après la Pentecôte par le fait d'envoyer les apôtres vers les nations pour les évangéliser. Cette nation au travers le temps, c'est notre civilisation et c'est notre vieille Europe aussi. Oui, alors ça, inutile de reprendre le fil de l'histoire, mais depuis les premiers capés, même, on pourrait dire des Clovis, le premier livre que j'ai écrit est une biographie de Clovis qui préfigure magnifiquement, comme si la France était déjà une chose créée de toute éternité. Clovis Lasserre, il y a quand même plus de 15 siècles. La revendication principale est celle de la souveraineté, c'est-à-dire, au fond, l'autre mot de la liberté collective et de la démocratie. Général de Gaulle, toujours lui, disait que la souveraineté et la démocratie sont les deux faces d'une même médaille. On a bien vu, on le voit, on perd la démocratie à mesure qu'on perd la souveraineté et on perd la souveraineté à mesure qu'on perd la démocratie. Le terrible épisode qui m'a tellement ouvert les yeux et tellement traumatisé de 2005, c'est-à-dire notre victoire au référendum, victoire pour laquelle j'ai beaucoup mouillé ma chemise, j'étais député européen à ce moment-là, est une victoire illusoire parce qu'on avait perdu trop de souveraineté pour que la démocratie puisse encore faire valoir ses droits. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je ne crois plus du tout aux élections. Ne faisons pas comme si on pouvait exercer nos droits démocratiques dans un pays qui n'est pas souverain, parce qu'il a perdu le pouvoir et la politique n'est plus qu'un jeu d'ombre ou un jeu de théâtre. D'ailleurs, nous n'avons pas affaire à des hommes politiques, nous avons affaire à des hommes de théâtre. La preuve, ils prennent des cours de théâtre à 9 ou 10 ans, comme l'actuel ou éternel Premier ministre. On a l'impression qu'il ne s'est pas passé d'élection il y a 1 mois et demi, il est toujours Premier ministre. Bon, mais enfin, il fait son théâtre. Par ailleurs,
beaucoup d'hommes politiques, même d'opposition. Je pense à quelqu'un comme Jordan Bardella. C'est rien d'autre qu'un comédien. Bon, les hommes politiques sont devenus des comédiens, puisque l'essence du pouvoir a complètement disparu. Quand on présente la République, c'est l'archétype. Tout le monde sait que la principale chose qu'il a apprise, c'est le théâtre, avec son professeur de théâtre, dans des conditions dans lesquelles la morale pourrait se pencher. Mais passons. Nous avons affaire à des hommes de théâtre, et Platon disait que la démocratie dégénère toujours en théatocratie. Ben là, nous y sommes. Mais la conséquence, enfin la cause de ce dont nous déplorons les conséquences aujourd'hui, c'est la perte de la souveraineté dans les années, je dirais, dans les années 90, avec la construction ou la destruction européenne. Il ne faut plus parler de construction européenne, c'est manifestement la destruction de l'Europe. Ça a commencé avec la perte de la souveraineté militaire et peut-être de la souveraineté culturelle. Qu'est-ce que c'est que la souveraineté? Il faut lui donner des points d'appui. On croit toujours que c'est peut-être un peu de ma faute parce que j'ai commencé à développer le mot avec quelques porte-paroles, si je puis dire, de façon un peu immodeste, comme Charles Pasqua ou Philippe Séguin ou Philippe de Villiers, dans le cadre de l'Union européenne. Mais la souveraineté, ce n'est pas simplement la revendication d'indépendance vis-à-vis des hégémonies extérieures. C'est aussi la souveraineté du souverain à l'intérieur, contre les féodalités. Il y a un binôme. Il y aurait même peut-être un triptyque dans le mot souveraineté. Il y a aussi évidemment la revendication de la souveraineté culturelle, ce qu'on appelle la défense de l'identité. Les identitaires, contrairement à ce qu'ils pensent, à mon avis, sont des souverainistes, parce qu'ils font partie de ce trépied de la souveraineté qui consiste à défendre non seulement l'indépendance nationale, l'autorité de l'État, mais aussi la pérennité de la civilisation, c'est-à-dire la défense de l'identité. Donc la souveraineté, c'est au moins un trépied. Il faudrait d'ailleurs ajouter d'autres points qui vont devenir d'une actualité non seulement brûlante, mais dévorante, comme la souveraineté financière. Tout a été organisé, évidemment, Macron est le grand chef pour ça, pour couper la souveraineté nationale en endettant le pays jusqu'à plus soif. Il n'y a rien de moins souverain qu'un mendiant, ce que nous sommes tous en train de devenir pour des raisons financières et d'endettement colossal. Donc la souveraineté, elle a des points d'appui divers, et il suffit de lire l'histoire pour se rendre compte que petit à petit, nos rois ont appuyé la souveraineté sur des points différents. Il y a, en termes culturels, par exemple, l'édit de Villers-Cotterêts de François Ier, qui exalte le français, ou tout au moins qui rend obligatoire le français dans les actes publics, en lieu et place du latin. Ça, c'est une revendication souverainiste. Et petit à petit, la souveraineté a construit la France. Les rois ont construit la France sur cette idée de la souveraineté. Et il n'est pas étonnant d'ailleurs que nous qui voulons la reconstruire, nous nous disons souverainistes parce que nous ne faisons que retrouver les fondements de ce qui a été, notre construction politique. Ce n'est pas perdu du tout. Ce n'est pas perdu du tout. Je ne pense pas que les carottes soient cuites. Je pense qu'un jour, encore une fois, ça ne sera pas par les élections, ça c'est sûr, mais qu'un jour nous ressaisirons la souveraineté. Ça se fera très certainement par un travail culturel. Je disais tout à l'heure la recréation d'une élite qui enverra balader les oligarchies infiniment fragiles, puissantes en surface, mais très fragiles, qui ont rompu la souveraineté nationale. Donc, elle n'est pas perdue pour toujours, mais il faut la voir, il faut la garder évidemment présente à l'esprit. On va continuer pour relier finalement, en effet, parce que certains l'opposent assez artificiellement, c'est-à-dire le souverainisme et les identitaires. Mais en réalité, l'identité et la souveraineté sont aussi les deux faces de l'incarnation. On va peut-être rentrer un peu, justement, puisque tu as développé sur nos dirigeants, des communicants, on aurait pu employer aussi ce mot-là. Le défaut principal, enfin, en plus de la morale, mais après tout, cette morale, il faut bien qu'elle soit aussi incarnée. Est-ce que l'absence d'incarnation, on parle de hors-sol pour cette fausse élite, est-ce que l'incarnation en elle-même, c'est pas aussi ce que nous avons perdu aujourd'hui? Oui,
ces dimensions. Mais oui, évidemment. Reparlons encore du général de Gaulle. Le miracle de l'épopée gaulliste, c'est le miracle de l'incarnation. Et le miracle de l'épopée capétienne qui a créé la France au fil de 43 qui ont fait la France, c'est aussi le miracle de l'incarnation. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est un nouveau miracle de l'incarnation. Et quand je dis que rien n'est perdu, c'est parce que je sais que ce miracle, il ne dépend pas que de nous. Il faut en créer les conditions, c'est tout. Il se recréera un jour autour de quelqu'un, un homme, une femme, qui incarnera le pays. Et je crois que, si je parlais du général de Gaulle, je vais cesser de le faire parce qu'il n'y a pas que... Il n'y a pas que lui, Louis XIV a incarné la nation au soir de Malplaquet. Vous savez, le miracle de Jeanne d'Arc qui se renouvelle sans cesse. 1610, la France était perdue. Et le roi a incarné la nation en faisant lire. C'est un joli miracle, d'ailleurs, on n'en parle pas assez. On parle de Jeanne d'Arc, on parle de l'appel du 18 juin. Mais je pense souvent à Malplaquet parce que vraiment, là, pour le coup, les carottes étaient cuites pour les armées françaises. Et voilà que le roi fait lire dans toutes les paroisses un appel à la nation, un appel au peuple. Un peu comme Alexandre aujourd'hui, le digne successeur de Louis XIV. Eh bien, le peuple s'est ressaisi parce qu'il a eu une parole, parce qu'il a eu une incarnation. Et je pense que ce peuple se ressaisira très vite si un homme et une femme dépassent ses propres calculs, surtout électoraux, pour se jeter, pour s'offrir, comme l'a fait Jeanne d'Arc, au service du pays, et sera suivi, il sera entendu, il sera suivi, et tout sera rétabli. Voilà ce qu'a fait De Gaulle en 40. Il n'a pas eu besoin des élections, hein, De Gaulle. Qu'est-ce qu'il a fait en 40? Il a fait un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Bon, je ne sais pas où est Alexandre. J'espère qu'il m'écoute et qu'il n'est pas choqué par ce que je dis. Je ne suis pas du tout opposé au coup d'État. Le 18 juin était un coup d'État. Voilà un général qui avait été 3 semaines secrétaire d'État et qui dit tout à coup « la France, c'est moi ». Ça s'appelle exactement un coup d'État. En 58, c'était aussi un coup d'État. C'était moi ou le chaos. Donc ça a été moi, ça a été lui. Voilà. Et le général de Gaulle que nous vénérons tous, en tous les cas Nicolas et moi, et Alexandre aussi, je pense, il n'a pas eu besoin des élections. Hein. Et d'ailleurs, la première fois qu'il s'est présenté à des élections, en 1965, ça s'est plutôt mal passé parce qu'il pensait être élu au premier tour. Il a essuyé un échec qui l'a beaucoup blessé. Le général de Gaulle en ballottage. Le général de Gaulle est en ballottage. Mais nous sommes tous en ballottage. Nous sommes tous incapables d'atteindre un jour Alexandre. Voilà, il vient pour me prendre le micro parce que je dis des choses dangereuses. Nous n'aurons jamais 50%. Nous autres souverainistes, nous n'aurons jamais 50%. C'est pas possible. Le système est organisé de telle sorte que nous perdions toujours les élections. Voilà pourquoi il ne faut pas jouer ce jeu-là. Ce qu'il faut, c'est incarner. Le mot est sorti de ta bouche, il est essentiel. Un jour, une incarnation viendra et elle ressaisira tout d'un seul coup. Fût-ce au prix d'une incarnation qui suivra un coup d'État ou une révolte populaire. Vous savez, j'ai été heureux dans ma vie politiquement 2 fois. Très peu de temps, le 29 mai 2005, quand le référendum sur la Constitution Giscard a été gagné, le non a gagné, et j'ai été heureux et encore plus lorsque les Gilets jaunes ont montré qu'ils pouvaient faire trembler le système, et le système a tremblé. Beaucoup plus que des élections, ce qu'il faut que nous préparions, c'est de nouveaux gilets jaunes, pacifistes, mais comment dire, suffisamment habiles pour ne pas nous laisser piéger comme nous l'avons été. J'étais un gilet jaune très actif à Angoulême à l'époque, bloquer la nationale 10. Je m'amusais beaucoup à bloquer ma voiture, avec ma pauvre voiture, à bloquer la nationale, mais c'est pas très difficile de bloquer une route. Et c'est très utile, beaucoup plus que d'aller à Paris, parce qu'à ce moment-là, on sera toujours victime d'une armée étrangère qui s'appelle les Black Blocs, qui nous cassera la gueule et qui nous disqualifiera une fois pour toutes. Ce qu'il faut faire, c'est recréer un mouvement populaire du type Gilets jaunes, qui n'a, à mon avis, été qu'un prodrome, une répétition plus ou moins générale, et surtout
que surgisse à ce moment-là une incarnation, que ce soit un coup d'État, que ce soit un soulèvement populaire, je crois, comme Michel Maffesoli au soulèvement populaire, à ce moment-là surgira une incarnation qui a manqué, bien entendu, c'est évident, aux Gilets jaunes, et à ce moment-là, par cette incarnation, une souveraineté qui est la clé de voûte de tout État ressurgira et l'ensemble de l'État reprendra sens à condition qu'il y ait une élite suffisante pour le servir. On va encore rester 10 minutes, 15 minutes sur ces grands concepts, et puis après peut-être qu'on dynamisera avec d'autres personnes sur cette tribune nos échanges, Paul-Marie. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de tout ça, allons sur, après l'incarnation, la providence, l'homme providentiel. Est-ce que c'est un concept auquel il faut aujourd'hui tordre le cou? Parce que l'élection, alors avec la double dimension de élection, d'ailleurs on peut trouver étonnant que ces laïcs athées emploient un terme qui sent pourtant bon le sacré, hein, l'élection, et c'est pas par hasard, les Suisses au moins sont plus cohérents avec leur votation. L'homme providentiel, toi qui es gaulliste, toi qui... l'homme providentiel, c'est un des mythes fondateurs aussi de la France. Oui, bien sûr. Je ne sais pas pourquoi on écarterait l'idée de l'homme providentiel ou la femme providentielle et de l'élu avec un E majuscule. En effet, c'est ça l'élection. C'est peut-être l'occasion de dire que les élections au pluriel et sans E majuscule nous font perdre du temps, beaucoup trop de temps et beaucoup trop d'énergie. Elles sont pipées, les élections. D'abord, il n'est pas tout à fait sûr qu'au moment du dépouillement et de la transmission des résultats, il n'y ait pas quelques tripatouillages en France, comme ça a été prouvé en Suisse et comme ça l'est aussi aux États-Unis. D'ailleurs, ça leur pend au nez lors des prochaines élections de novembre. Je pense que le résultat, quel qu'il soit, sera contesté et que ce sera le prélude à de graves désordres, enfin je dis de graves, sans être bouleversé par cette perspective, au contraire, désordres aux États-Unis. De toute façon, il ne faut pas jouer le jeu électoral pour une autre raison, c'est qu'il suppose que le citoyen soit informé. Or, il ne l'est pas déformé. Il n'est pas informé, pardon. Le système d'information n'est pas un système d'information, c'est un système de déformation générale de la nation et du peuple. Dans des conditions pareilles, voter, c'est absurde. Sans compter que, comme je le disais tout à l'heure, dans un pays qui perd sa souveraineté, ça revient à jouer au football sans ballon. S'il n'y a pas de pouvoir, on vote pour l'équipe de droite ou l'équipe de gauche. De toute façon, ça ne change rien parce que le ballon, il est resté au vestiaire. L'image est excellente, je la reprendrai. Voilà. Je l'utilise quelquefois. Et surtout, ces élections font diversion. C'est-à-dire qu'au lieu de nous occuper de l'essentiel, nous nous occupons des élections, alors législatives, une fois, la présidentielle une autre fois. Et en plus, on donne l'impression de participer au choix d'un pouvoir qui nous échappe complètement. Alors c'est une duperie totale, parce que ce pouvoir que nous subissons, on fait semblant de croire qu'il provient du peuple, alors que le peuple est tellement manipulé. Je parlais de l'exemple de 2005, je peux aussi parler de l'exemple qui m'a beaucoup traumatisé de 2017, qui est peut-être d'ailleurs le prélude à l'affaire des Gilets jaunes de 2018, c'est l'opération qui a disqualifié François Fillon, qui était un de mes amis, pour lequel j'ai beaucoup travaillé. Je crois que justement, il aurait pu devenir, de certaine façon, par une politique ordonnée, un homme providentiel, j'y crois tout à fait. Donc on n'est pas loin de le trouver, mais passer par l'élection, encore une fois, les dés sont pipés, et je crois que ce n'est pas la bonne voie. Et je vous en prie, si vous voulez voter, allez-y, si ça vous amuse. Moi, je ne vote pas depuis très longtemps. Je ne vote pas depuis 2017, depuis que j'ai compris que tous les dés étaient pipés, que le système écartera toujours ceux qui servent la nation et arrivera toujours à mettre à la tête des États européens, il n'y a pas simplement en France, des hommes qui servent le système oligarchique mondial dominant. Il n'est pas difficile d'ailleurs à déterminer ce système oligarchique. C'est fait de fondations américaines ou de fondations européennes, de grandes banques, de tout un système qui est en relation au-dessus de nous, qui a montré sa mesure dans l'affaire du Covid, évidemment, et qui a montré sa puissance. Évidemment, jouer le jeu électoral alors que toutes les ficelles sont tirées ailleurs par des oligarchies supranationales, c'est vraiment un jeu de dupes.
Non, il faut chercher, c'est ce que je disais au début, une incarnation, et je vous promets que, quelles que soient les circonstances, et elles risquent d'être très mouvementées pour notre pays dans les années qui suivent, si une élite est là, si le peuple s'en mêle, tôt ou tard, la providence, tu as utilisé ce mot, désignera une incarnation, et je pense que tout ordre d'État, tout le sens de l'État sera retrouvé ipso facto. Bon, ben on va pouvoir aller maintenant sur des questions plus courtes, et je vais ouvrir le bal, et puis ensuite je ferai venir sur la tribune deux autres personnes. Sur le plan médical, on dit ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc ça va être en effet la maladie, la poussée de fièvre, ce genre de choses-là. Sur le politique, si ça ne peut pas s'exprimer dans les urnes, comment est-ce que ça va s'imprimer? Est-ce que ça va passer nécessairement par la rue? Tu as parlé des gilets jaunes. Ou existerait-il une autre solution? Parce que si ça passe dans la rue, comme tu l'as dit, nous attendent nos amis les Black Blocs. Et puis ceux qui, en les contrant, eh bien, vont nous contrer aussi par la même occasion. On sait comment ça se passe. On a pu le voir encore en Grande-Bretagne dernièrement. Alors comment faire? Et pas que faire? Bon, écoutez, je ne suis pas d'un optimisme délirant, mais au risque de vous choquer, je pense que la simple observation de l'histoire montre que quand la politique a perdu ses droits, quand le service de l'État a perdu ses droits, quand l'État est décrédibilisé, quand les crises s'accumulent, on le voit aujourd'hui, parce que à toutes les crises que connaît la France, financière, industrielle, agricole, morale, éducative, la crise de la transmission est peut-être l'une des plus graves crises, plus la crise démographique doublée d'une invasion étrangère, parce que je cesse de parler d'immigration, c'est fini. On a parlé d'immigration massive, il faut parler d'invasion. Bon, là-dessus arrive une crise politique qui est une crise de régime, puisqu'on voit bien que Macron ne s'en sortira pas, et il ne veut pas s'en sortir. C'est-à-dire qu'il va nommer des premiers ministres qui vont prendre des motions de censure au bout de 15 jours, 3 semaines, et le cirque recommencera, c'est-à-dire que l'ensemble de l'État sera déréglé. Bien. Donc, quand on en arrive à cette accumulation de déboires ou de pulvérisation de l'instance politique, dans l'histoire, toujours, reprend ses droits, si tant est qu'elle a des droits, la violence. Et je crois, pardon de vous dire ça, vous êtes resté stoïquement sous la pluie, peut-être pour entendre des choses optimistes, mais là, je le suis beaucoup moins. Je pense que la politique est dans une telle déréliction aujourd'hui que la violence sociale, c'est déjà commencé, va reprendre le dessus. La violence et l'anarchie. Donc, je crois que je réponds à ta question. Je ne dis pas que ça va se passer dans les 6 mois ou dans les 2 ans qui viennent. Mais lentement, la déréliction du politique appelant la violence recréera la condition d'une légitimité spontanée et populaire. Ça, c'est une affaire, à mon avis, proprement providentielle, mais il suffit de regarder l'histoire. À commencer par Clovis, d'ailleurs, qui est un homme providentiel, qui a sauvé le pays et qui est arrivé de rien, en tous les cas de la Belgique, c'est presque de rien, enfin, et qui a ressaisi une sorte d'unité du peuple français au moment où il était complètement abandonné sur les ruines de l'Empire romain. Et on peut citer, alors il y a Jeanne d'Arc, il y a la situation dans laquelle était la France au début du XVe siècle. Tout, comme disait le général de Gaulle, la France est le pays des malheurs achevés et des succès exemplaires. Il y a eu quelques succès exemplaires et nous sombrons dans un malheur achevé. Et chaque fois, la Providence, que ce soit par un biais ou par un autre, hein, je ne peux pas être devin, la Providence redonne à ce pays une incarnation. Voilà. Mais j'ai l'impression de me répéter. Peut-être qu'il faudrait que nos... Je ne sais pas si le dispositif est possible, que nos auditeurs posent des questions. Non, mais le public va pouvoir intervenir à un moment donné. Tu ne te répètes pas, mais à t'écouter, il y a quand même quelque chose qui me vient à l'esprit. Tu cites Clovis, tu cites De Gaulle. Le contexte, est-ce que la guerre, est-ce que ce n'est pas plutôt l'homme providentiel, en France tout du moins,
il est né dans un contexte guerrier, mais d'une guerre vis-à-vis de l'extérieur, et non pas la guerre civile qu'on nous promet. Jeanne d'Arc, c'était à la fois une guerre étrangère, Ouais, les Anglais, et c'était une guerre civile. Les Bourguignons. Bon. Elles se combinent, les guerres. En 40, hélas, c'était aussi cela. Je préfère parler... c'est difficile de dire que la guerre est providentielle. Ou c'est difficile de dire d'ailleurs que la providence ne travaille qu'après l'épreuve de la violence. Mais je ne sais pas quoi vous dire d'autre, parce que c'est profondément ce que je pense. Et si je vous disais tout à l'heure qu'il faut que nous recréions une élite, c'est une élite guerrière, c'est-à-dire aguerrie, en tous les cas prête à la violence. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, parce que là, pour le coup, nous allons sortir des clous. Mais je ne peux pas te dire autre chose, Nicolas, que ce que je répète sans cesse, c'est-à-dire que tôt ou tard, mais vraiment je le crois, l'unité du peuple français sera retrouvée au bord du gouffre. Voilà. De toute façon, c'est le paradoxe de notre civilisation, de passer sa vie à parler d'amour et de paix, et de ne cesser de faire la guerre. Et le Christ n'a-t-il pas dit « j'apporte l'épée » Le glaive. Oui. Très bien. Bon, je pense qu'en effet, on va peut-être maintenant égayer les débats, non pas tout de suite avec le public, ça peut venir, mais en tout cas avec, dirons, le maître des cérémonies déjà. Donc on va peut-être commencer par lui, c'est-à-dire Alexandre Juvin-Brunet, évidemment, parce que c'est d'abord pour lui que vous êtes là depuis 3 jours, et que vous avez bravé justement les intempéries. Alexandre Juvin-Brunet. Le capitaine Alexandre Juvin-Brunet, au fait, Paul-Marie. Un Saint-Cyrien aussi. Oui, je suis très content qu'Alexandre soit capitaine, et je l'appelle capitaine. Parce que j'ai la faiblesse de penser que l'armée française a plusieurs missions, comme elle l'a depuis des siècles. C'est d'abord de défendre les frontières, hélas, il n'y a plus de frontières. D'entretenir l'esprit de défense, hélas, il n'y a plus d'esprit de défense, mais elle a une troisième mission qui consiste à faire des coups d'État. Donc je crois beaucoup à l'armée, et je déplore que l'armée, mon cher capitaine, ne songe pas à faire des coups d'État. Bon, allez-y. Il aura le temps de répondre. On va peut-être d'abord présenter la 4e personne. Lui, il est plutôt taquin. Il est beaucoup apprécié aussi des personnes qui sont ici ce soir. Il a animé le second congrès qui avait lieu à Toulon, je crois. Et le premier aussi. Bon, alors voilà, il était habitué du fait. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas ne pas venir aussi ce soir. Donc lui, il va peut-être user un peu plus parce que c'est d'abord un journaliste. C'est quelqu'un qui est justement dans le questionnement permanent et va chercher à pousser les personnes en dehors de leur zone de confort. Il excelle en la matière d'ailleurs. Et c'est surtout un esprit, je disais, qui aime la taquinerie. Et des fois, de la taquinerie peut sortir le rire et quelques intuitions géniales. C'est Mike Borowski. Et voilà. On va se partager les micros, je pense. Alors peut-être, déjà, allez, mon capitaine, répondre à ce que vient de nous dire Paul-Marie Couteau, l'invité du jour. Pouvez-vous, pour moi-même et même pour l'Assemblée, cher Paul-Marie Couteau, réitérer votre question, s'il vous plaît? Ma question, je n'ai pas de question. Je voudrais savoir... Tiens, une question plus incidente. Quel est l'état de l'armée aujourd'hui? La gendarmerie dont vous êtes un officier, dont vous fûtes un officier, mais vous l'êtes dans l'âme. On n'a pas fait Saint-Cyr impunément. Quel est l'état de l'armée française en ce moment? Est-ce qu'il y a des soldats, quel que soit leur grade, prêts à sortir des cadres et à dire leurs mots, peut-être à sortir leur arme, à tirer l'épée en cas de circonstances dramatiques? Je sais que la réponse n'est pas nécessairement optimiste, mais je vous pose la question. Si vous voulez que je vous pose une question, la voilà. Eh bien, cher Paul-Marie, merci pour cette réponse et cette question, et dont la réponse sera effectivement assez pessimiste comme ce climat ce soir. Les forces armées françaises, devons-nous encore les appeler les forces armées françaises, sont des forces armées inféodées à l'OTAN.
qui est une structure de soumission et d'intégration, voire de désintégration de la nation française et de sa civilisation dans l'impérium américain. Cette intégration et donc cette désintégration de nos forces armées autrefois françaises dans l'impérium américain a des conséquences non plus qu'insidieuses, mais véritablement néfastes, voire mortifères. Nous sommes face à des forces armées, et vous le savez, dont les effectifs, dont les ressources actuelles permettraient difficilement, tout d'abord, de tenir un conflit de haute intensité, dit conflit symétrique, face à des forces armées modernes comme les forces armées russes, par exemple. Nous ne pourrions pas tenir un front supérieur à 80 km avec l'état de nos ressources actuelles, de nos effectifs. Par contre, pas de nos entraînements, parce que l'armée française conserve toujours ces traditions, bien sûr, mais aussi cette grande culture des officiers, mais aussi des sous-officiers, dont d'ailleurs pâtissent tous les jours les armées orientales, russes et ukrainiennes. Pourquoi ? Parce que les armées russes qui ont observé un saut qualitatif et quantitatif depuis en fait ces 2 années de guerre sont des armées, nous le savons, et les analystes le savent, qui sont, leur efficacité peut être parfois hypothéquée par l'absence culturelle du corps des sous-officiers qui n'existe quasiment pas au sein de l'armée russe et de l'armée ukrainienne, qui existe par contre dans l'armée française. Donc, un futur de l'armée française ne peut se faire sans les sous-officiers. C'est des militaires du rang, des sous-officiers et des officiers. Mais je vais répondre maintenant à votre question de façon encore plus précise. Je ne suis pas préoccupé, j'ai été scandalisé par la déliquescence de nos armées, notamment quand nous avons observé sur les théâtres d'opération que nos forces subissaient par exemple une désintégration communautaire. Il n'est pas rare d'observer dans certains régiments de l'armée française aujourd'hui, des sections de combat dont les groupes, 3 groupes par exemple de combat, sont des groupes communautaires. Il y a le groupe dit des nations, qu'on reconnaît par un attachement particulier à la nation, avec différents signes que l'on peut reconnaître sur les bras, différentes choses, les nations. Il y a un groupe communautaire dans ces sections de combat parfois, pas tout le temps bien sûr, qui est le groupe, disons, communautaire autour des arabo, afro, turco-musulmans. Et enfin, il y a peut-être parfois un 3e groupe qui est celui un petit peu des personnes n'ayant aucun socle métaphysique, qui ne se retrouvent ni dans un socle, ni dans l'autre, ni dans un groupe, ni dans l'autre. C'est très préoccupant. Et je pense que ça doit alerter dorénavant nos officiers supérieurs et généraux qui se sont dit « Qu'avons-nous fait ? Qu'avons-nous fait ?» Ils s'en rendront compte le dernier jour quand, si peut-être demain, les choses s'effondrent de façon systémique, ce dont on parlait dans la journée. Mais cet effondrement systémique peut se faire aussi par effet de seuil progressif. Il peut se faire aussi de façon très violente. Tout ce que subit la Russie depuis maintenant 2 ans, et 20 ans, si on transpose tout ça, bien sûr, voire 30 ans depuis la chute du mur en 91, est une succession ininterrompue de provocations et qui aurait dû déjà susciter une réponse, à mon sens, beaucoup plus vigoureuse des Russes, qui ont fait preuve d'une patience absolument végétale par rapport au niveau d'agression sémantique, quasi philosophique, de nos élites occidentales, du bloc occidental de l'impérium américain, otano-américain, envers les Russes. Alors que, comme le rappelait le général de Gaulle, nous sommes le même continent européen, nous sommes la même culture, de l'Atlantique à l'Oural. Et les Russes nous attendaient pour cela. Les Russes sont toujours attachés à cette philosophie européenne, à laquelle ils se rattachent, bien sûr. Mais par rapport, bien sûr, à toute cette géopolitique américaine, anglaise puis américaine, qui a été infusée par les Spikeman, les Mahan, les Mackinder, tous ces stratégistes américains, anglais puis américains, qui nous ont amenés en fait à toujours plus nous séparer du bloc russe pour éviter
que le continuum russo-européen ne se forme et qu'ensuite un continuum euro-russo-chinois ne se forme et réunisse 60% de l'humanité, 60% de ses ressources, bref, 60% de son destin, l'impérium américain a tout fait pour saboter ce possible rapprochement qui était beaucoup plus naturel que cette désintégration que l'on subit. Je ne sais pas si je peux répondre à Alexandre. Réponds, Paul-Marie, et puis après, très vite. Sur l'armée, Alexandre, je suis bien d'accord, mais je crois que la situation... Enfin, bien d'accord avec le fait que l'armée est grignotée de l'intérieur par des réflexes communautaires, pour dire les choses pudiquement, mais aussi désintégrée par l'OTAN. Je dirige la revue Le Nouveau Conservateur, que je vous apporte. Un de nos récents dossier est intitulé « La France et ses armées ». C'est beaucoup plus ambigu. Alors certes, le travail de sape de l'OTAN est énorme. D'ailleurs, je cite les chiffres exacts dans ce dossier du Nouveau Conservateur. Il y a un indice très simple. Quand un général français arrive à obtenir un poste dans les cadres de l'OTAN, son traitement est multiplié à peu près par 3. C'est-à-dire qu'on passe de 7 à 21 ou 22 000 euros par mois. Parce que l'OTAN achète les généraux français défiscalisés en plus. Bien. Donc ça, je conçois tout à fait que l'armée est grignotée, désintégrée. Mais vous avez donné la réponse, mon cher Alexandre, une autre réponse, en parlant de ce que mon ami François Martin appelle le basculement du monde. Ce qui se passe avec l'affaire russe et aussi la très belle riposte russe, qui n'est pas simplement militaire, qui est géostratégique. Et la première victoire, elle n'est pas sur le terrain. La première victoire pour Poutine, c'est d'avoir renversé, et on va le voir encore plus clairement au mois d'octobre, lors du prochain sommet des BRICS, qu'il accueille en Russie. Et je crois que ça sera une heure de gloire pour lui, puisque les BRICS vont s'étendre et qu'il est évident que les BRICS maintenant deviennent comment peut-on dire, la force motrice du monde et que l'Occident, ce qu'il y a de bien chez les Russes, c'est qu'ils sont arrivés, comme vous le disiez, à être européens, ce que nous devrions être d'ailleurs français, sans être occidentaux. Un Russe me disait, mais la Russie est européenne, mais elle n'est pas occidentale. Et je lui ai dit, j'aimerais que la France soit européenne et pas occidentale. Ce basculement du monde, il peut avoir des répercussions très profondes sur nos armées, parce qu'il ne faut pas raisonner à l'identique. Dans un schéma géopolitique et géostratégique entièrement différent, c'est-à-dire dans une situation où nous ne sommes que la périphérie d'une nouvelle périphérie du monde qui s'appelle l'Occident, par rapport à la nouvelle centralité du Sud global, pour parler de façon très schématique, peut complètement modifier l'ambiance dans les armées, notamment en créant des situations de guerre. D'ailleurs, il suffit d'écouter n'importe quel poste de radio pour savoir que nous sommes en situation de guerre. Il y a plusieurs fronts. Il y a évidemment le front de l'Ukraine, mais il y en a d'autres. Et je garde espoir, et j'en donne témoignage d'ailleurs par des entretiens anonymes avec certains officiers français, notamment des officiers du renseignement, vous savez ça. Je suis à peu près sûr que de nos armées, Saint-Cyr ou pas Saint-Cyr, mais il vaut mieux Saint-Cyr, peut surgir des énergies auxquelles nous ne nous attendons pas. J'en dis pas plus, mais j'en livre quelques témoignages. Et d'ailleurs, vous me le redonnez, mais je vous le laisse, mon cher Alexandre, le Nouveau Conservateur. Bon. Et je vous donne aussi le dernier numéro qui s'appelle Europe, du songe au mensonge. Le prochain numéro, à titre purement publicitaire, je le dis, sera consacré à... je n'ose pas l'appeler, il n'est pas encore sous presse, je n'ose pas l'appeler, comme je le voudrais, De Gaulle et Pétain, deux résistances incomprises, mais consacré en tous les cas aux réconciliations nationales. Parce qu'il faut aussi, il faut aussi que nous repensions le glaive et le bouclier, ce qui s'est constitué miraculeusement dans les années 40, et qu'il faut reconstituer aujourd'hui, justement en utilisant des forces inconnues dans l'armée. Parfait. Il faudra que tu m'expliques pourquoi vous avez titré La France et ses armées et pas La France et son armée. Mais une autre fois. Parce qu'il y a beaucoup d'armées en France. Bon, Alexandre a l'air d'être d'accord, ça va. Si c'est le cas, c'est parfait. Alors, je vais questionner
Mike aussi. Oh, t'inquiète pas, je vais te passer le micro, ça sera le plus simple. Et comme ça, il pourra ensuite échanger, voire même t'interpeller sur un thème cette fois-ci. Si tu le souhaites, en tout cas, s'il y a une question, et ce qui va permettre, tu vas voir, ça sera suffisamment... ça va être... non, mais tu vas voir. Là, moi, j'aimerais qu'on revienne sur le terrain des élections. Eh ben oui, évidemment, avec Paul-Marie qui nous explique, allez, moi j'ose, élections piège à con, voilà, des élections qui ne servent à rien, si ce n'est à nous faire perdre toute notre énergie. Et donc Mike, qui, dans une vie antérieure, avant d'être journaliste, et il en a gardé peut-être certains stigmates d'être politique et d'avoir cette sensibilité, parce que c'est aussi une qualité. Si on n'aime pas les gens, si on n'a pas envie d'aller vers eux, on ne peut pas réellement faire de la politique. Indéniablement, c'est peut-être la seule chose qui reste à certains de nos marchands d'illusions et autres théâtreux. Alors, Mike, moi j'aimerais te poser la question, parce que c'est souvent quelque chose qui est évoqué, surtout sur GPTV avec les élections européennes et avec les résultats des listes souverainistes. Tu nous as beaucoup fait rire, tu nous as parfois même bien moqué, mais de façon souvent amicale et affectueuse, donc on ne t'en a jamais voulu. Mais est-ce que tu penses, pour aller très concret sur justement les souverainistes, qui, à l'exception du référendum de 2005 qu'ils ont gagné, et ils se sont fait voler leur victoire 2 ans après, par quelqu'un qui a été élu au suffrage universel direct et qui a dit, puisque j'ai été élu au suffrage universel direct, le suffrage universel direct peut défaire ce qu'a fait le suffrage universel direct. Bon, on ne reviendra pas dessus. Est-ce que, et donc c'était Nicolas Sarkozy, bon, que tu connais bien, est-ce que tu as... oui. Bah oui, non, mais il a l'expérience. Au moins, il sait de quoi il parle quand il parle de lui. Est-ce que tu penses que nos amis souverainistes, en fait, sont piégés par les élections et que les élections sont des pièges à cons? Ou est-ce que tout simplement, j'ai envie de dire un peu méchamment, mais toi tu vas rattraper ça, est-ce qu'ils ne sont pas faits pour les élections, voire pas au niveau et à la hauteur pour les élections? Est-ce que nécessairement c'est l'élection qui n'est pas bonne? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de niveau de nos hommes politiques qui défendent la souveraineté de la France? Bonsoir à tous. Déjà, je suis très heureux. Je remercie d'ailleurs Alexandre de m'avoir invité. Ça fait quelques années qu'on se connaît. J'ai animé, du coup, c'est vrai, en effet, tes 2 premiers congrès. J'en étais très fier d'ailleurs. D'animer aussi celui de l'année dernière, parce que c'était celui du congrès de ta sortie, de ta libération. Et j'en étais très sincèrement très fier. On a fait ça à Toulon ensemble. Beaucoup d'ici, d'amis que je reconnais, étaient présents l'année dernière à Toulon sous ce très beau chapiteau. Il faisait très beau, hein, pour le coup, et très chaud pour le coup. On était à Toulon. Je salue aussi tous ceux ici présents qui sont des amis, c'est même de la famille. On peut dire ici qu'on est entre nous en famille. Nous avons un lien dorénavant filial, si je puis dire, entre nous. Sachez, parce que vous êtes ici nombreux, c'est parce que vous avez compris ce qu'est le monde d'aujourd'hui et comment le système veut nous manger. Et ça prouve que nous ne sommes pas seuls. Et ça, c'est bien, parce que souvent, les gens n'osent pas faire les choses parce qu'ils se sentent seuls. Et pour avoir interrogé nombre de gens, lambda, normaux, on va dire, dans des manifestations, par exemple, ils me disent « Mais tu comprends, ma fille, mon fils ne croient pas comme moi, ils m'ont rejeté, mes parents m'ont rejeté, mon cousin, ma cousine, ma tante, mon oncle, machin, m'ont rejeté. » Et donc, je vous dis bravo, en tout cas, d'être ici présent, parce que vous faites acte d'un vrai esprit de résistance. Et sachez que vous êtes aussi les porte-paroles du capitaine Juvin Brunet. Vous êtes aussi les porte-paroles de nos médias respectifs, Géopoétique Profonde. Et c'est pour ça que nous,
nous travaillons, nous, avec Nicolas et aussi Paul-Marie Couteau et Alexandre, parce que Paul-Marie Couteau vient souvent chez nous, Alexandre aussi. C'est pour ça que vous êtes aussi nos propres porte-parole. Notre métier, c'est de donner l'information et d'apporter des intervenants qui ne viennent pas ailleurs, mais qui ont une expertise. Et cette expertise, on vous la donne pour que vous ayez voir vos proches, vos amis, vos voisins, et que leur dites, voilà, en réalité, vous avez la foi, vous avez la providence, vous gagnerez. Et donc déjà, bravo à vous, et vous pourrez dire à tous vos proches que vous y étiez et que vous avez participé aux premières pierres de la victoire. Donc vraiment, je voulais vous en féliciter tous ici présents qui venaient de toute la France. Deuxième chose. Donc tu peux parler de lien fraternel. Oui, bien sûr. Tu arrives à dire fraternel. Fraternel, oui. Très bien. Alors voilà. maintenant, réponds à la question. Voilà, je vais répondre à la question. Les élections n'ont pas été pensées pour que des partis, des hommes ou femmes politiques venant d'une forme de dissidence, venant d'une forme de contre-révolution, venant d'ailleurs que de la droite, de la gauche ou du centre de gouvernement puissent gagner. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les élections ont été faites pour que, je ne sais pas moi, l'UPR ou les Patriotes ou que sais-je, ben ça soit... tiens, je vais faire une comparaison de foot parce que je suis assez footeux. Et ben, pour que ça soit un match de foot entre le Real Madrid, c'est-à-dire le système, contre l'UPR qui serait 4 joueurs du Red Star. Voilà, tout simplement. Ça, tu as très bien dit que dans ma vie... Tu as très bien dit que dans ma vie d'avant, alors voilà, vous savez tous, j'étais RPR, UMP, j'étais attaché parlementaire à l'Élysée, machin, bon, bref. J'ai fait tout ça et j'ai été aussi, je pense que Paul-Marie doit le connaître, avec le père Marlex, père d'Olivier, Alain Marlex, sur les statistiques. Alors, il s'occupait des circonscriptions, du redécoupage des circonscriptions. Je crois qu'il travaillait avec Charles Pasqua aussi avant. Et des statistiques des législatives municipales. Et c'est pour ça que toi et moi, sur Radio Courtoisie, on s'est un peu chamaillé, parce que tu m'as dit, oui, le Rassemblement national va finir par être majoritaire. Et je t'ai dit que non, ils ne le seront pas, parce que par les statistiques, par la façon dont le système arrive à influencer. Parce que les gens, il faut se dire les choses, enfin les gens, c'est-à-dire la masse, on va parler plutôt de masse populaire, c'est-à-dire la majorité de ceux qui votent sont influencés et influençables par ce qu'il se dit dans ce que ces gens pensent être une forme de légitimité. Donc ils sont influençables. Si le système dit, voilà, le Rassemblement national est anti-républicain et va à l'encontre des institutions, eh ben, la grande majorité le croira. Ensuite, il y a aussi un vote de classe. Et c'est excessivement important. Le Rassemblement national, je dis ça sans mépris, hein, c'est ainsi statistiquement, est un vote
de classe sociale populaire. Je prends un exemple. Lorsque à la présidentielle de 2022, Reconquête a fait 20-25% dans le 16e arrondissement et à Neuilly-sur-Seine, eh bien, au premier tour, eh bien, au second tour, ces 20 ou 25% n'ont pas basculé vers Madame Le Pen. Parce que l'élection reste aussi un vote de classe. Et le problème des souverainistes, c'est que... C'est quoi le problème des souverainistes? Le problème des souverainistes, c'est qu'ils n'ont pas compris. Je pense que le seul souverainiste qui l'a compris, un des seuls souverainistes qui a compris, c'est Paul-Marie Couteau. Et là où il a raison, c'est qu'il faut mettre de côté l'élection et aller vers ce qu'il appelle la violence. Je pense que c'est la seule façon. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire tomber les institutions, le système, et ne plus jouer avec les règles des institutions et du système. Parce que l'on ne gagnera jamais avec. Mike, est-ce que je peux rectifier sur un point? Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, qui prolonge un peu ce que je disais précédemment. Je ne dis pas que je ne l'invoque pas, la violence. Je voudrais d'ailleurs faire en sorte que lire l'histoire en disant que quand la politique s'effondre, la violence prend sa place, le dire, oser le dire à l'avance, c'est peut-être conjurer, car la violence peut être providentielle, elle peut être salvatrice, mais elle peut nous plonger dans des chaos durables qui durent des décennies. Donc, je ne l'invoque pas. Je dis qu'elle est possible, peut-être dans l'espoir de la conjurer. Ah, bon, je suis d'accord. Alors, une chose aussi, lorsqu'on parle... j'ai appris quelque chose du fait de mon travail de journaliste oui. et d'intervieweur, c'est que les termes, aujourd'hui, n'ont pas la signification que les uns... Enfin, n'ont pas leur réelle signification. C'est-à-dire que si on dit chaos, vous avez parlé de chaos, dans l'esprit de quelqu'un, je lui dis, ah là, on va arriver dans le chaos. Le chaos, pour lui, c'est pour prendre, je ne sais pas moi, une image populaire du cinéma, c'est Mad Max. C'est-à-dire Mel Gibson dans le désert, avec des armes et tout. Ce n'est pas forcément ça. Ce n'est pas forcément ça. C'est-à-dire qu'on est allé, je pense que le système est dans une fuite en avant. Et il est allé très loin dans cette fuite en avant. On est un peu comme si nous foncions avec une voiture contre un mur. Et on est à 10 mètres ou à 5 mètres de l'impact. L'impact arrivera. Moi, je pense sincèrement que l'impact arrivera. C'est-à-dire que même si je ne veux pas de la violence, je ne veux pas que des gens souffrent, je ne veux pas voir des gens souffrir. Mais je pense qu'on est allé vers une forme d'inéluctable. Et que, malheureusement, on ne peut pas y échapper. En fait, le problème, c'est que on est comme dans un couple. Est-ce que l'on doit divorcer de sa femme, enfin, je parle en tant qu'homme, hein, qu'on n'aime plus, et ça nous fera peut-être du mal, ou est-ce qu'on doit rester avec parce qu'on a des intérêts communs, quitte à ce que pendant 20-30 ans, on est malheureux? C'est ça la question. Est-ce qu'on doit souffrir un bon coup au début, mais en finir et recommencer quelque chose de nouveau? Ou doit-on, au final, créer une forme de dégringolade en France, que lorsqu'on se réveillera dans 30 ans, 40 ans, eh bien, on ne sera plus la France, on sera un pays mineur. Quel est le choix? Est-ce qu'on veut être un pays mineur? C'est ça, en fait, la question. Et je pense que la souffrance viendra. En fait, on ne peut pas se dire « je ne veux pas souffrir, je ne veux pas du mal, je ne veux pas que des choses mauvaises se passent, parce que... Mais est-ce qu'on veut que notre pays... regardez, prenez le pays en 2002. Moi, en 2002, j'avais 21 ans. Aujourd'hui, on est en 2024, 22 ans après.
mais je vois un différentiel d'abaissement du niveau du pays. Je crois qu'on était 4e puissance mondiale à l'époque. Aujourd'hui, on est 7e. Est-ce qu'on veut encore dégringoler? Je pense, je vous dis très sincèrement, qu'on n'échappera pas, et c'est peut-être un désaccord que j'ai avec Paul-Marie, hein, mais je pense qu'on n'échappera pas à une forme de souffrance qui n'est inéluctable. Merci Mike. Je pense que Justement, sur cette souffrance salvatrice, ou pas, j'aimerais rebondir là-dessus. J'aimerais voilà, que Alexandre Juvin-Brunet puisse réagir et répondre. J'aimerais rebondir là-dessus justement en essayant de redérouler le fil de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas la République française. Nous ne sommes pas uniquement la nation française. Nous sommes la civilisation française. Nous sommes une civilisation qui accuse aujourd'hui la bagatelle de 1528 ans d'histoire ininterrompue, de continuum territorial, croissant ou décroissant, de continuum historique, de succession d'héritage, 496, 2024, 1528 ans. Et qu'étions-nous il y a encore 228 ans, avant que nous basculions dans cette république qui n'est rien qu'une république non pas aristotélicienne, comme on en a déjà parlé, mais bien une république, et malheureusement, c'est mon point de vue, assez tranché, assez radical. Et j'ai découvert sur le tard. J'ai été franc-maçon pendant 7 ans, sans savoir ce que je foutais là. Et quand j'en suis sorti pour devenir catholique, j'ai compris toute l'horreur de cette infamie. Toute l'horreur de cette infamie. Nous étions au XVIIIe siècle la première puissance mondiale. Et c'est du haut de cette première puissance mondiale du XVIIIe siècle que systématiquement nos compétiteurs anglais ont ourdi ce complot qui a mené à la Révolution, qui ensuite a abaissé notre puissance. Mais malgré cet abaissement de puissance progressif, la France avait toujours une vitalité exceptionnelle qui l'a fait remonter durant le XIXe siècle. Et deuxième, un nouveau coup, la création d'une Allemagne qui n'a que 150 ans d'histoire, politique, et contre laquelle nous avons dû mener trois guerres, 1870, 1914, 1939, la bataille de 40 qu'on a perdue. Nous avons été amenés, malgré nous, et de force, au démarrage par la Révolution française, une force farouche, sanguinaire. 99% du corps social français refusait la Révolution française. Il n'y a eu que 1% d'un noyau dur de révolutionnaires organisés par des états-majors autour de loges maçonniques en France, eux-mêmes financés par l'Angleterre, qui ont en fait ourdi ce complot pour abaisser à la fin la puissance française. Et pourquoi ? Parce que nous sommes la terre d'élection du Christ. Parce que nous sommes la deuxième Jérusalem. Voilà la raison pour laquelle nous avons été si puissants, si rayonnants. Et ce rayonnement a été terni. Et ce rayonnement demain pourrait s'éteindre. Car les seuls qui peuvent encore tenir le flambeau, c'est les Français. Mais qui sommes-nous ? Rappelez-vous ce que l'on trouve sur le frontispice ou les parvis des cathédrales et des églises et des basiliques en France. Gesta Dei per Francos. La geste de Dieu par les Francs. Donc ça repose sur une vitalité d'un peuple. Et cette vitalité a été délibérément, méticuleusement, méthodiquement sabotée. Par la Révolution. Par le contrôle ensuite des naissances progressifs. Et le coup de boutoir absolu. Le coup d'arrêt à cette vitalité française, ça a été 14-18. Quand on s'est réveillé en 1918, la France n'était plus la même. Nous avons perdu toute une jeunesse française et nous en accusons toujours aujourd'hui les conséquences 100 ans plus tard. Et ce coup de boutoir de 14-18, quasiment fatal, nous avons encore réussi à nous hisser jusqu'à 1940. Nous avons encore la première armée du monde en 1940. Et pourtant, nous avons été vaincus. Et ensuite, nous avons véritablement, à ce moment-là, perdu, c'est
c'est mon analyse, Paul-Marie Couteau, notre souveraineté a été perdue par la défaite militaire. La campagne de 40 a scellé la souveraineté française. Quand j'entends des personnes qui me parlent de souveraineté tous les jours, pensant que nous avons été libérés en 1945 et nous avons retrouvé notre souveraineté en 1945, c'est un mensonge. Nous n'avons que récupéré qu'une autonomie stratégique. Nous avons été depuis 1945 dans l'impérium américain. Rappelez-vous qu'en 1945, je ne suis pas gaulliste, je dois vous le dire. Mais je dois reconnaître au général de Gaulle une chose, et une chose plutôt importante, qui m'a d'ailleurs amené en prison il y a 2 ans. En 1945, de Gaulle s'est battu, becs et ongles, et les réseaux gaullistes, et les résistants, et je devrais même dire les gaulo-communistes, se sont battus pour que la France ne voit pas sa monnaie disparaître. Par l'AMGOT, l'American Government of Occupied Territories, qui devait amener un dollar français dans les valises des commissaires politiques américains. Et qu'est-ce qui s'est passé en 1945 ? On n'a pas, chers amis, joué de la flûte à des préfets en leur disant « Attention, sois gentil, nous venons de faire une pétition, nous venons de faire une manifestation, nous souhaitons maintenant rétablir le franc. » Les préfets étaient face à un danger de mort imminent s'ils acceptaient les valises de billets américaines, parce qu'ils auraient été flingués ou par des gaullistes ou par des communistes. Donc, magie de l'histoire, le franc a survécu à 1945, jusqu'à la trahison de 1992, de Maastricht, où c'est là que finalement, la souveraineté perdue, puis l'autonomie perdue, nous avons perdu notre dernier degré d'autonomie en 1992 avec Maastricht. Et dès lors, ce n'est qu'une succession de mensonges. Nous nous regardons en chien de faïence, mais tout a été scellé en 18, en 40, en 45 et encore en 92. Pas en 2017 avec Macron, pas en 2024, mais qu'allons-nous faire, nous, ce grand peuple des Francs, devenus français par le baptême? Qu'allons-nous faire demain? Nous devons retrouver notre socle métaphysique. Sans ces racines, sans ce socle métaphysique, personne, je dis bien personne, n'aura le courage, la bravoure, voire la témérité de se lancer un jour et de se dire « je fais le sacrifice vertueux », à l'opposé du sacrifice du vice. L'État profond, les mondialistes, les satanistes vous sacrifient sur l'autel de l'argent, sur l'autel de la guerre, sur l'autel de leur pouvoir. À ce sacrifice des vicieux, et ce sera mon dernier mot, nous devons opposer le sacrifice des vertueux, qui font le sacrifice de leur confort, comme ce soir. Vous faites le sacrifice de votre confort, sous la pluie, et vous êtes 200 à nous regarder, et plusieurs centaines sur YouTube. Mais ce sacrifice du confort n'est qu'un préalable au sacrifice d'une liberté, qui est lui-même un préalable indispensable à un possible sacrifice de la vie pour l'autre. C'est ça le sacrifice vertueux. La guerre possible que nous devrons mener contre l'État profond ne se fera qu'avec des esprits, des cœurs, qui élanceront eux-mêmes des corps. Nous devrons élancer nos corps. Rien ne se fera sur YouTube, rien ne se fera en manifestation, rien ne se fera en pétition. Vive la résistance. Bravo. Bon, tu vois, tu as eu raison de venir, Paul-Marie. Alors, un petit mot, un mot qui est plus que petit. Oui, bien entendu, Alexandre, l'histoire de France est parsemée de providences. C'est ce qui me rend, comme Mike, au fond assez optimiste. Il faut que nous sachions attendre l'inattendu, car l'inattendu surgit tout le temps, de façon récurrente, pas tout le temps, dans notre histoire. Et il y a une sorte de vie providentielle de la France qui me remplit de confiance. Et je voudrais citer un autre exemple, puisque vous parlez, vous m'y faites penser, Alexandre, de l'année 1944. C'est encore plus 44 que 45 qui a été décisif pour l'AMGOT. Lorsque la France était écartée du premier débarquement qui a été moins efficace
que le second, celui que l'on vient de célébrer dans le sud, qui lui a libéré les 2/3 du territoire. Le premier débarquement a failli être manqué d'ailleurs, parce que justement la France n'était pas incluse et la résistance française n'était pas au courant. Et heureusement qu'elle s'est levée très vite, notamment pour empêcher la division d'Alsreich de rejoindre le Cotentin, parce qu'à ce moment-là, les anglo-saxons avaient perdu leur coup, rendant hommage aux maquisards de Dordogne, du Périgord, de Corrèze, du Limousin, et notamment, elle s'était très énervée, la division d'Alsreich, d'où Oradour-sur-Glane, les pendus de Tulle, etc. La résistance française a joué un rôle énorme pour permettre le débarquement et la victoire contre les forces allemandes au sud. Et ça, nous devons le célébrer. Il y a un côté d'ailleurs assez providentiel. Et je signale d'ailleurs que les armées françaises qui ont débarqué, parce qu'on a dit les armées alliées, en fait 80% des Français qui ont débarqué en Provence, des troupes qui ont débarqué en Provence, étaient françaises. Hein, bien. Grâce d'ailleurs à Vichy, oui c'est ça, grâce au rôle qu'a joué l'armistice qui a empêché Hitler de traverser l'Espagne, de conquérir l'Afrique du Nord, qui aurait empêché la France de reconstituer une armée en Afrique du Nord. Mais passons. Il y a un côté en effet providentiel dans la répartition des rôles entre Londres et Vichy, d'une certaine façon. C'est ce sur quoi je travaille actuellement pour le nouveau conservateur. Et je reviens de loin, parce que je n'ai pas toujours pensé ce que je dis. Mais c'est ça aussi, la liberté. Pour le coup à la France qui déteste depuis des siècles. On oublie toujours que la première guerre que les États-Unis ont faite, c'est à la France en 1798. On oublie toujours la première guerre entre la France et les États-Unis. Oui, exactement. Quelques années après ce pauvre renfort de Lafayette, les Américains nous faisaient la guerre et il y a eu des milliers de morts d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on passe sous silence la guerre de 1798, principalement dans les Antilles. Une guerre commerciale, mais enfin avec une dimension militaire. Bref, les États-Unis ont toujours voulu tordre le cou à la puissance française parce qu'elle se remettait sans cesse debout. Elle était catholique, ce qui est pour les protestants l'abomination de la désolation. Excusez-moi, monsieur le Parpaillot, mais il faut considérer que les États-Unis ne craignent pas la Grande-Bretagne, ne craignent pas l'Allemagne, que les anglo-saxons, comme disait le général de Gaulle, constituent une unité d'Helsinki jusqu'à San Francisco, et que les latins, qui sont pris en tenaille entre le monde blanc occidental et le sud islamiste, les latins résistent sur tous les fronts. Mais ils résistent, et au grand étonnement des uns et des autres, nous ne sommes pas encore broyés par cette tenaille. Car il y a toujours des providences. Et je voudrais citer la providence d'août 1944, quand les États-Unis donc ne voulaient absolument pas conquérir Paris, laissant Paris de côté parce qu'ils voulaient arriver à Berlin avant les Russes. Et pour ça, il ne fallait pas perdre du temps à Paris. Bon, il a fallu que De Gaulle donne l'ordre au maréchal Leclerc de, au fond, déjouer la passivité américaine et entraîner Eisenhower pour libérer Paris à temps, qui était libéré déjà en grande partie par ses propres maquisards, FFI et communistes, faute de quoi Paris sautait. Il y a eu aussi une providence. Hitler a absolument décidé, d'abord il voulait lui aussi raser la France, c'était l'objectif numéro un. Hein. Hitler, je veux choquer personne, mais ce n'était pas simplement dissoudre les Juifs, c'était aussi dissoudre la France à titre de revanche. Il avait fait la Première Guerre mondiale, ils s'étaient promis de foutre la France par terre, à commencer par Paris. Et les ordres fulminés contre ce pauvre, d'une certaine façon très valeureux général allemand, j'ai oublié son nom au moment de le citer d'ailleurs, peu importe, qui tenait Paris et qui a été pris de court par la résistance intérieure et l'arrivée du maréchal Leclerc le 23, comment s'appelait-il ? C'est pas von Choltitz ? Choltitz, merci.
Là, il y a une providence, parce que Paris, vous savez que dans 24 monuments parisiens, les pains de dynamite étaient installés pour les faire sauter. Le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel, Notre-Dame, tout allait sauter, se rendre de Hitler qui tenait Paris. Il y a eu un miracle. Les Américains s'en foutaient, et je crois secrètement, ça les intéressait assez d'ailleurs. Bon, parce que Paris ne les intéresse pour rien d'autre que pour le tourisme. Bien, comme capitale politique, ils préféreraient s'en débarrasser. Là, il y a une providence extraordinaire. Et je vois partout, ce que vous disiez peut paraître à certains esprits peut-être un peu, qui ne sont pas aussi éveillés que la plupart d'entre nous. Peut-être la France sortirait indemne d'une certaine façon. Elle ne l'a pas été, mais d'une certaine façon, elle l'a été, au moins du point de vue patrimonial. Et je pense à Paris. Et quand De Gaulle disait qu'il ne voulait pas aller commémorer, c'est un peu ce que vous disiez, Alexandre, le débarquement en Normandie, il ajoute à Perfit, en 64, il était de toute façon, ce débarquement, le prélude à une seconde occupation du pays. Vous vous rendez compte l'audace qu'a le général en disant le débarquement anglo-saxon était le prélude à une seconde opération du pays. Je suis en procès actuellement avec Alain Finkielkraut qui dit que l'anti-américanisme que je suis supposé représenter, mais enfin je pense qu'il est assez largement partagé ici, est un marqueur de l'extrême droite. Bon, le marqueur de l'extrême droite, c'est la liberté d'expression en réalité. Bon. Et il me semble que quand De Gaulle dit ça, le prélude à une deuxième occupation du pays, il prouve à quel point la France est passée à plusieurs reprises pas loin de son inexistence politique. Et sans cesse, cette existence revient. Regardez, je pense à quelqu'un à l'instant qui montre que les héros sont toujours possibles, c'est le colonel Beltrame. Il y a quelque chose de miraculeux dans la figure du colonel Beltrame. Comment un colonel il était gendarme, hein, colonel de gendarmerie, comme vous, Alexandre, comme vous l'étiez, réussit à montrer à la France entière qu'il est possible de résister. Ça, c'est le simple appel de la conscience, ce mot essentiel sur lequel je voudrais rester avant de vous quitter, l'appel de la conscience. Et ces infirmières qui ont réussi à échapper à la dictature vaccinale, enfin on avait le vaccin, une injection en réalité expérimentale, au sacrifice de leur salaire et de leur confort, comme vous tous ici ce soir, comme nous tous. Il y a des graines d'héroïsme dans chaque Français. Il suffit de quelque chose qui les réveille. Et je pense qu'on recréera un peuple. Je ne suis pas sûr qu'il existe aujourd'hui exactement un peuple français, mais un rien peut le ressouder. Il suffit d'une providence. Voilà, je crois que j'ai rien d'autre à vous dire en réalité, mais si vous voulez, on peut continuer. Je ne vais pas tarder non plus à regagner mes pénates. On va faire un dernier petit tour peut-être. J'aurais souhaité rebondir justement sur ce que vient de dire Paul-Marie Couteau. Un terme notamment, il parlait de non pas d'attendre strictement, mais de préparer aussi la providence. Si vis pacem parabellum, tu veux la paix, il va falloir que tu la prépares, la guerre. Et à Saint-Cyr, on rajoute d'ailleurs, si vis pacem stude bellum. Si tu veux la paix, étudie la guerre. Et étudie aussi l'histoire de France. Et effectivement, nous sommes passés à deux doigts de l'abîme, de l'extinction. Mais dans de nombreux siècles, l'épopée joannique, l'épopée de Jeanne d'Arc, c'était une possible extinction d'une France qui aurait disparu au profit des futurs anglo-saxons. Déjà, n'oubliez pas que Jeanne d'Arc, dans son siège, elle a été défaite. Dans son siège qu'elle a tenu autour de Paris, Paris était déjà une ville acquise à d'autres intérêts, qui n'étaient pas des intérêts français encore à l'époque. Donc ça a été un vent, enfin un flux ininterrompu, une respiration ininterrompue. La France, ce n'est pas une seule ligne. La seule chose que je veux vous dire, et j'y reviens, si vis pacem parabellum, ça se prépare. On ne peut pas rester assis. On ne peut pas strictement et uniquement organiser des assises pour sauver la France. Sauver la France, ça va être se reverticaliser, se mettre debout et se mettre en marche tous ensemble. Et se mettre en marche, c'est compliqué. Parce que l'État profond, dans son ingénierie sociale, alimentée d'inductions comportementales médiatiques, nous pousse à toujours plus d'atomisation
dans l'individu et nous enferme dans un matérialisme consumériste. C'est ça qu'il faut absolument exorciser. Nous pourrons nous remettre à marcher quand nous aurons tourné le dos au souverain bien argent. La France, ce n'est pas le veau d'or. La France, ce n'est pas le veau d'or qui a été affiché au JO. Ce n'est pas ça notre souverain bien. C'est au-dessus de tout ça. Nous devons tourner le dos au veau d'or, au matérialisme. Nous devons tourner le dos à ce mensonge qui est de dire nous sommes tous des individus atomisés. Bien sûr que non. Nous sommes tous reliés. Nous partageons tous une conscience collective française qu'il faut rallumer. En partageant cette conscience collective française, nos consciences, puis nos cœurs et nos corps, alors auront une chance de s'élancer pour gagner. Parce que si nous voulons gagner, nous devons nous battre. Cela ne tombera pas du ciel, tout cuit, dans le bec. Ça ne marche pas. Nous allons devoir nous battre. Et si nous nous battons, et je m'y engage, c'est pour gagner. C'est pas pour perdre. Je déteste perdre. La défaite est très instructive, bien sûr, mais nous n'avons pas le droit d'être défaits dans la bataille de France. La bataille de France qui s'ouvrira bientôt, nous n'avons pas le droit d'être défaits. Et nous nous battrons, et bien sûr, le seul qui nous sanctifiera de sa victoire, c'est Dieu. Nous nous battrons, et Dieu peut-être nous donnera la victoire. Merci Nicolas. Bon, ben on pourrait, certains entonneraient une Marseillaise, d'autres, et là je ne suis pas persuadé que ce soit le genre de la maison. Voilà. Peut-être laisser, peut-être une dernière pirouette quand même de notre ami Mike Borowski, parce que je l'observe écouter attentivement. Mais je ne le ressens pas quand on parle de Beltrame, il essaie sa peau. Je ne suis pas persuadé que ce soit trop le genre non plus de Mike. Et il a bien raison, et d'ailleurs, ce n'est pas mon cas non plus. Est-ce qu'il y aurait éventuellement d'autres façons, Mike, ça va être peut-être ma dernière question, en tout cas pour toi, que pour sauver la France, dans le comment faire actuel, est-ce qu'il y aurait des solutions qui serait un peu moins sacrificiel? Pour sauver la France, il n'y a que des solutions, malheureusement, sacrificielles. Ça, tu ne peux pas réussir quelque chose sans le sacrifice. Sinon, tu joues le jeu du système. Non, mais tu as sacrifice et sacrifice. On a réussi aujourd'hui des sacrifices avec du pain et du vin. Bah oui. Je pense que nous ne prendrons pas le pouvoir de façon institutionnelle en Ve République. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut même pas chercher à le faire. Ce qu'il faut chercher à faire, c'est ce que nous faisons, mais en essayant de grandir encore au niveau de l'échelle. C'est encore plus important, c'est-à-dire informer, réunir, créer une forme de solidarité, de fraternité, de sortir les gens de cet isolement. Parce que en réalité, il n'y a pas besoin de se triturer la tête en disant « Mais comment on va prendre le pouvoir? Est-ce que si on se présente, est-ce que si on se présente à telle élection, on prendra le pouvoir? Et s'il y a de la dissolution, machin, et dans la circonscription, truc muche, et les municipales ?» Non, ça ne marchera pas. Je l'ai dit, les institutions ne sont pas faites pour que des gens comme nous gagnions ces élections. Et puis même si nous gagnons des élections, on a des organisations supranationales qui sont au-dessus et qui en réalité dirigent. Donc ça ne sert à rien, c'est un jeu de dupes. Moi, ce que je pense, et pour le coup, vraiment, ce soir, je suis vraiment d'accord avec Paul-Marie, les circonstances arriveront. Il faut attendre les circonstances. Alors on me dit souvent, oui, mais l'État profond, les mondialistes, les supranationaux, et on les appelle comme on veut,
ont des coups d'avance. Non, ils n'ont pas de coups d'avance. Ils ont cogité des plans, mais les conséquences de ce qu'ils ont cogité, ils ne les connaissent pas. Monsieur Schwab n'est pas sorti de sa tour d'ivoire depuis peut-être 40 ans. Ils ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas comment un kidam peut réagir si on lui prend son pavillon pour... Il ne le sait pas. Alors certes, peut-être son plan sur un papier, ça a peut-être une forme de gueule, mais il ne connaît pas la réaction populaire. Et c'est ça leur faiblesse. C'est que ces gens ne connaissent pas les réactions populaires. Pour eux, le peuple est une inconnue. Et donc viendra la circonstance où ils iront trop loin, parce qu'ils iront trop loin, parce qu'ils sont confiants, peut-être même trop confiants de leur force. Ils se disent, ah mais tiens, on a imposé la crise sanitaire et on a imposé, je sais pas moi, le masque, l'injection, etc. Ils n'ont rien dit. On a imposé, je sais pas moi, les 2 € par litre d'essence. Ils n'ont rien dit. On a imposé ça. Pour quelque chose, peut-être de banal même. Peut-être même de banal, dont on ne pensera même pas. Et là, et donc, lorsque cette circonstance arrivera, nous tous, parce qu'on aura créé des communautés, parce qu'on aura parlé, au final, regarde, avec Géopolitique Profonde, on a commencé à 10 000 abonnés Géopolitique Profonde, on est 250 000 en 1 an. Bon, eh bien, peut-être dans 2-3 ans, on sera 1 million. Et donc, parce qu'on sera 1 million, peut-être un peu plus, eh bien, nous serons prêts lorsque la circonstance arrivera. Il faut seulement se tenir prêt lorsque cette circonstance arrivera. Et il faut y croire parce qu'elle arrivera. Et donc éventuellement, et ça sera moi mon dernier mot, pour rebondir par rapport à ce que dit Alexandre Juvin-Brunet, c'est-à-dire qu'on ne va pas attendre les doigts de pied en éventail. Il faut donc travailler, se préparer. Voilà, mais je pense que Paul-Marie veut finalement dire encore un mot. Non, chacun a sa conclusion. Je crois que je vais laisser à Alexandre le dernier mot, comme il se doit. Je voudrais en ajouter 2. Le premier, plutôt qu'une Marseillaise d'ailleurs, c'est une citation, pour nous quitter, c'est pas mal, du Comte de Paris. Le Comte de Paris, répété, et d'ailleurs c'est le titre, l'ancien Comte de Paris, le grand-père de l'actuel Prince Jean, sur lequel il y a beaucoup de choses à dire, mais qui au moins avait ce trait de génie que seule notre façon d'habiter l'histoire peut donner. La phrase est « N'oubliez pas que l'avenir dure longtemps ». N'oublions pas que nous avons un grand, long passé et que nous avons un long avenir en face de nous. C'est pour ça qu'il faut que nous désarmions nos angoisses et que nous donnions la parole à nos consciences plutôt qu'à l'angoisse. C'est un travail à faire sur nous-mêmes, je répète, c'est le premier travail à faire. Et il y a un deuxième mot que je voudrais citer, celui-là, il est encore plus ancien. Aristote disait, ce qui fonde une société, c'est l'amitié politique. Eh bien, je crois, au moment de vous quitter, que si nous devons cultiver une vertu entre nous, c'est la vertu d'amitié. Oh, c'est beau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce dernier mot. J'aime beaucoup. La filia. La filia nous rappelle Nicolas Stocker. Vous me laissez le privilège de terminer, de clôturer ce 3e congrès national citoyen par un dernier mot. Je vais livrer un dernier mot dans mon ontologie, dans ce que je suis. C'est-à-dire, je ne me définis pas comme un intellectuel, je ne le suis pas. J'ai des moyens intellectuels absolument normaux. Je suis un pragmatique. Je suis un homme du comment faire. Ou en tout cas, essayer de trouver comment faire. Parce que je sais parfois le désespoir rencontré par nos concitoyens qui se disent « Vous avez magnifiquement parlé, vous nous avez redonné espoir, ma conscience s'élargit, mon cœur bondit, je me sens heureux, j'ai envie de créer tout ça, mais comment faire ?» Alors effectivement, Paul-Marie Couteau disait à l'instant
Et je ne peux qu'abonder dans ce sens, travailler sur soi-même pour ensuite aller vers les autres. Si vous le faites à l'envers, ça ne marchera pas. On se prenait comment? Mais observez que notre État, l'État français, et malheureusement, je dis bien malheureusement, a été infiltré, a été subverti, et maintenant est perverti, pour que cet État ne représente plus le garant des intérêts du peuple, ou devrais-je dire des peuples de France. Donc si nous ne pouvons pas arriver à déparasiter cet État français car nous n'en avons pas les moyens, nous n'avons pas encore la puissance, peut-être financière, logistique, institutionnelle, nous devons nous organiser pour faire ce que disait par exemple Mahatma Gandhi, faire un pas de côté. Vous ne pouvez pas affronter avec une pelle un bulldozer. L'État profond est un bulldozer. BlackRock, Vanguard et tous ces sinistres personnages qui ont corrompu nos élites, qui ont acheté la France, c'est des milliers de milliards d'actifs, c'est un bulldozer. Donc nous devons faire un pas de côté, laisser passer le bulldozer, un peu dans le sens que disait Maï Borowski, où c'est un bulldozer qui ne sait même pas où il va, qui n'a même pas la conscience de sa direction, qui ne sait même pas qui vous êtes. Mais quand nous ferons ce pas de côté, à moins que vous ayez déjà commencé à le faire, ce pas de côté en nous rejoignant ce soir et en nous suivant, nous devons faire ce pas de côté avec une conscience de refondation d'un État. Nous allons devoir refonder un État qui soit en capacité d'adresser, de répondre à tous les besoins vitaux et existentiels du peuple, et je vais étendre la chose au peuple, au pluriel, de France. Déparasiter, exorciser, puis refonder. Et quand nous allons refonder, nous aurons les moyens, grâce à cela, de nous battre. Et encore une fois, il seul nous donnera la victoire. Merci à nos invités ce soir. Merci à Maï Borowski qui nous a rejoints, qui fait preuve de cette amitié renouvelée depuis 4 ans. Merci à Nicolas Stocker, dont j'ai particulièrement apprécié les dernières prises de position, je dois vous le dire. Et c'est ce qui a motivé mon invitation aussi à son endroit. Bien sûr, bien sûr. Un grand honneur. Vous nous avez fait ce soir, monsieur Couteau, nous avoir rejoints et d'avoir en fait porté votre esprit et votre cœur à cette célébration de ce que nous sommes, nous Français. Merci à vous. Merci à vous. Mais devrais-je dire, et là je vais appeler le cœur vibrant de la France, le cœur battant de la France, c'est vous et tous les bénévoles qui ont agi discrètement, silencieusement, avec courage pour monter ce 3e congrès national citoyen. Rejoignez-nous sur scène, c'est votre moment, c'est maintenant, rejoignez-nous. Merci à tous. Musique. Venez, rejoignez-nous, tous les bénévoles, tous ceux qui ont agi, tous ceux qui se sont engagés, tous ceux qui ont bravé. Ils ont mis un voile discret sur leur confort et un peu sur leur liberté pour venir. C'est votre moment et je veux qu'on l'immortalise. Merci à tous, applaudissements. Plus fort. Plus fort. Encore. Allez, venez, revenez-nous.